Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, petite interview, je rappelle le concept, la série c'est le portefeuille 2 et on invite un investisseur du monde de la crypto-monnaie ou autre part qui va nous parler de son portefeuille, sa stratégie et comment il voit globalement ses investissements. L'objectif c'est que vous puissiez prendre un petit bout du portefeuille ou de la stratégie de chaque invité afin que vous puissiez construire votre propre stratégie. Aujourd'hui, on interviewe Julien Bouteloup qui est beaucoup présent dans la culture francophone autour de la crypto et on va pas forcément parler de son portefeuille, mais on va plus parler de ce qu'il regarde en ce moment d'un point de vue du gaming, quels sont ses critères, quels sont les projets avec lesquels il travaille et comment cela fonctionne le gaming sur le Web3 et ça, c'est la deuxième partie. Et sur la première partie, cette fois, on va parler de ce qui se passe en ce moment avec la contagion bancaire, la contagion au niveau de la DeFi et globalement un peu du système financier et comment ça peut se passer en fait au niveau de la crypto-monnaie avec une contagion possible bancaire. Donc, on va parler de ces deux sujets-là et c'est un peu plus court que d'habitude. Donc, on reviendra peut-être avec une autre interview de Julien dans les semaines à venir. Sur ce, donc, trêve de mondanité, je vous invite à liker, vous abonner, commenter, le tout pour l'algorithme, c'est cadeau. C'est parti. Et voilà, on est live. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une énième, je crois que c'est la 13 ou la 14e interview de la chaîne avec une personne que je voulais interviewer depuis pas mal de temps pour te poser des questions un peu plus techniques, des questions qui allaient un peu plus sur le côté financier de la DeFi, etc. Donc je suis très content aujourd'hui, Julien, de t'avoir sur la chaîne et puis merci d'avoir accepté cette invitation. Donc on va commencer. Merci à toi de me recevoir, avec plaisir. Très cool. Donc, on va commencer pour ceux qui ne te connaissent pas, même si il doit y en avoir, pour que tu te présentes rapidement. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu as fait dans la crypto? Et ensuite, on ira sur d'autres sujets un peu plus compliqués, des questions d'actualité. Bien sûr. Donc moi, je me présente, Julien Bouteloup. Ça fait de nombreuses années que je suis dans l'écosystème de la blockchain. Et donc, mon background, c'est tech, matheux, physique. Et j'ai monté plusieurs sociétés avant la crypto et avant la blockchain. Et depuis l'évolution un petit peu de la DeFi, j'ai monté quelques sociétés, donc notamment un asset manager avec StakeDAO, Rec News qui est un investigateur un peu entre guillemets un média qui va faire de la recherche approfondie sur les différentes choses qui se passent dans le monde de la blockchain et de la DeFi et aussi qu'est-ce qu'on essaie de faire en termes de mouvement, de révolution industrielle. Est-ce que ça va changer la société pour le bien, pour le mal, choses comme ça. Blackpool, qui est le plus gros NFT asset manager dans l'écosystème. On a notamment une grosse activité sur Sora. On est le premier, deuxième sur Sora avec Mbappé, Griezmann, des cartes comme ça. On fait tout ce qui est management de portfolio, management d'assets NFT sur création de yield avec une corrélation directe sur l'activité dans le monde réel. Donc basketball, football, rugby, et notamment avec la Coupe du Monde de rugby qui arrive, ça va être super intéressant. Stake Capital, qui est un family office qui, je pense, est un des plus gros investisseurs en Europe sur tous les projets DeFi et blockchain. On a aussi une activité quantitative, tout ce qui est participation d'arbitrage, market maker, liquidateur et tout sur les systèmes de produits financiers décentralisés. Et ensuite, je suis aussi un des premiers, le deuxième d'ailleurs, qui a rejoint l'aventure Curve Finance, ou Curve qui est le plus gros auto-market maker de l'industrie, qui a été créé par Michael. Et moi, j'ai rejoint en termes d'advisor et aussi un des seuls ou dans les trois investisseurs du protocole, qui a permis de faire avancer le protocole jusqu'à maintenant pour devenir un des plus gros projets de la DeFi. Donc voilà. Ok, très cool. Merci pour cette présentation rapide de tous ces projets très intéressants. J'ai cru comprendre dans une interview passée que avant d'être dans la DeFi, dans la crypto, tout ça, tu avais fait un boulot, un job dans la finance classique et ça t'avait porté une certaine compétence par rapport à cette finance classique, qui n'est pas le cas pour la majorité des gens qui sont rentrés dans la crypto en général. Euh,
Et donc, par rapport à ça, ça se voit aussi un peu sur les projets que tu as construits aujourd'hui avec, des applications quantitatives et cetera, de choses classiques, en fait, le forex et curve et cetera. Et je voulais te poser cette question, c'est, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur, SVB et sur, aujourd'hui, je crois, mercredi 15 mars, on a eu pas mal de décotes, de banques européennes, Société Générale à -10%, BNP à -10%, ce genre de choses. Comment ça pourrait s'illustrer, un bank run et un risque bancaire global qui est systémique dans la DeFi précisément. On a eu un petit avant-goût ce week-end avec le DPEG de l'USDC, mais comment ça pourrait s'illustrer et comment on pourrait se hedger contre ça? Déjà, pour remettre en contexte ce qui est arrivé avec Silicon Valley Bank, Signature, Silverbank, d'ailleurs, ils commencent tous par C, hein, donc ça pourrait être un beau pattern sur les prochaines banques qui Ils sont vont tous américains. ils sont tous américains. Bon, de toute façon, le shit show, il est souvent très américain, hein, mais en fait, là, ce qui s'est passé, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est pas l'effondrement des banques qui est étonnant, l'effondrement du système financier traditionnel qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que les gens qui sont responsables et qui sont aux manettes sont étonnés du fait de l'effondrement de ces banques. C'est tout ça qui est étonnant. C'est-à-dire en fait que on a une quinzaine d'années, on va dire, une bonne quinzaine d'années depuis la crise des subprimes, depuis la crise de 2008, qui a impacté l'écosystème européen en 2010-2009 et notamment qui a lancé le mouvement les communautés de partage avec Le Bon Coin, Airbnb, Blablacar, des choses comme ça. L'économie américaine a été sous perfusion depuis une quinzaine d'années, avec des injections de capitaux constants depuis de la Fed. Avec l'arrivée du Covid, pendant 2 ans, 3 trilliards ont été injectés sur les marchés financiers. Et pourtant, en fait, c'est directement corrélé, les gens étaient en train de célébrer, notamment avec Trump, que la bourse financière s'était jamais aussi bien comportée. Et pourtant, l'économie mondiale est à l'arrêt. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, en fait, c'est complètement arrêter toute économie dans le monde pour avoir une célébration des marchés financiers, puisqu'apparemment, quand l'économie est à l'arrêt, il n'y a plus d'entreprise, plus d'industrie. Apparemment, l'économie va mieux. Donc, autant ne pas faire d'entreprise, pas créer de business, comme ça, tout le monde est content. En fait, mon sarcasme vient du fait que on a injecté des trilliards sur les marchés financiers. En majorité, les investisseurs, les gens qui ont accès à l'argent ont récupéré une bonne partie de ces investissements, ou si c'était de particuliers avec des parachutes financiers ou avec plutôt des packages financiers de 1 000 euros, 2 000 euros, ont été injectés dans les marchés financiers. Les startups ont reçu aussi des aides financières. Ces aides financières ont été déposées dans des banques. Les banques ont été contraintes, encore une fois, contraints ou alors ça leur facilite la tâche, à aller acheter des trésors américains, des choses comme ça, des bombes de trésors américains. Et ce qui fait qu'en fait, c'est un schéma qui est bien connu des marchés financiers. Quand on n'arrive pas à résoudre une situation, ce qu'on fait, on s'amuse à utiliser des moyens court terme pour arriver à atténuer un petit peu les flammes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand on commence à imprimer de trop et qu'on commence à distribuer avec l'argent à plus de valeur, on arrive dans le système inflationniste et en fait, on crée une énorme boule de neige qui impacte les marchés financiers. Et donc, quand vous avez les taux d'intérêt qui augmentent, forcément, ces banques-là, Signature, Silicon Valley, ont fait des emprunts à long terme avec des dépôts de particuliers à court terme. On n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr, comme on dit l'expression française, pour se rendre compte que ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Et en fait, la boule de neige ou un schéma qui peut être équivalent dans le monde de la finance décentralisée, c'est qu'en fait, le problème, mais la beauté de la finance centralisée, c'est qu'elle est connectée et interconnectée avec différents acteurs qui sont censés, avec des moyens de transparence, notamment la blockchain, et des moyens d'accessibilité, donc à n'importe qui peut accéder à ces outils et qu'on se parle dessus, de pouvoir résoudre énormément de problèmes. L'inconvénient, c'est que s'il y a un problème à l'intérieur d'un seul des projets, vu qu'ils utilisent tous certains aspects, un landing market va utiliser un auto market maker, un auto market va utiliser un taux fixe, choses comme ça. S'il y a un énorme problème sur ces projets qui sont mal architecturés, alors ça peut faire boule de neige. On l'a vu notamment avec Euler, où il y a eu une attaque d'un hacker avec les systèmes de NPEG, du USDC, peu importe, parce que prendre en termes de considération qu'un USDC égale $1, c'est pas bon. Et donc, le truc, c'est que Euler, avec un bug dans les contrats, s'est fait hacker. Angle Finance utilisait Euler comme collatéral pour un de leurs assets, notamment la G-Euro. Et ils ont perdu, vu qu'ils ont perdu énormément de collatéral, ça a mis à mal le protocole Angle. Et d'autres protocoles d'ailleurs.
qui était dans la news de Rec News. On vient de publier un article et l'ensemble des différents protocoles qui ont été directement impactés par la chute de Euler. Euler, il faut savoir que c'est 200 millions de dollars dans un market qui vaut à peu près 1,2 trilliard. Donc en fait, c'est assez... voilà, c'est un gros projet qui met à mal énormément de projets dans la finance décentralisée. Et il faut savoir aussi que la majorité des protocoles DeFi américains sont directement exposés à ces banques américaines. Donc, ils se font une fois hackés via les banques américaines et deuxièmement via la DeFi, via les protocoles tels que là. Yes. Du coup, là, sur cette dernière semaine, en fait, on a vu enfin, de ce que je vois, pour moi, c'est un peu des risques systémiques, hein. C'est-à-dire qu'on a vu deux menaces apparaître. C'est-à-dire que si, par exemple, AAV se fait hacker sur le même style, AAV est quand même pas mal plus gros que Euler. Est-ce que pour toi, ce serait un risque systémique pour la DeFi? Est-ce que ça pourrait vraiment endommager la DeFi et à quel point? On va dire que les deux plus gros piliers ou trois plus gros piliers de la finance décentralisée actuelle, ce serait un petit peu Curve, AV et je dirais que c'est les deux plus gros protocoles de la DeFi. Donc forcément, avec 8 milliards chacun, entre 8 et 10 milliards chacun d'assets de TVL dans ces protocoles, un hack sur ces protocoles pourrait faire que la DeFi revienne à des positions il y a 5 à 6 ans. Un Ethereum dans les 50 ou 100 dollars, ça ferait pas peur au marché, quoi. Je veux dire, aux investisseurs, oui, mais le CoinGecko ou CoinMarketCap pourrait très bien afficher ces genres de grandeur. Donc oui, c'est forcément dans la DeFi des éléments et des projets qui sont piliers de cette finance de décentralisation. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir d'autres acteurs qui montent des alternatives et qui s'aident entre eux et qui sont isolés dans leur façon de pouvoir monter la technologie. Qu'est-ce que j'entends par là, c'est que il faut faire en sorte quand on monte un protocole, de prendre en considération et de toujours penser que l'extérieur est mauvais, quoi qu'il arrive. Et donc, quand on utilise un produit externe ou quand on laisse un produit externe nous utiliser le protocole, il faut toujours admettre que ce protocole est à risque. Et c'est comme ça qu'on arrive à se protéger. La DeFi Lego fonctionne seulement et seulement si on considère que chacun des Lego est sécurisé, mais qu'on n'a pas confiance en ce Lego. Et l'erreur d'Engle ou l'erreur de projets comme Euler, c'est que quand on commence à prendre des parts de marché, c'est aussi, en fait, c'est pas vraiment des erreurs, mais c'est se faire hacker, c'est possible, et donc il faut faire en sorte de s'isoler correctement. Et donc faire des compartiments qui permettent d'isoler le risque. Ce que Euler a eu 200 millions de dollars en une seule attaque, c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que nous, par exemple, sur Curve, les pools sont isolées les unes d'entre elles. Si une pool se fait hacker, on ne peut pas hacker les autres pools. Okay. Or, dans des protocoles comme Balancer ou Euler, la liquidité, elle est accessible sur l'ensemble des différents produits, ce qui peut poser problème. Ok, je vois. Donc finalement, l'objectif pour faire une DeFi qui soit modulable au maximum, c'est que chaque protocole soit certes interdépendant, mais qui soit au maximum indépendant de lui-même. Et ça marche aussi du coup pour les stablecoins. C'est un peu ce qu'on a vu avec le DAI là, cette semaine, qui a des pegs, bon c'était un peu beaucoup de panique, mais qui a fortement des pegs parce que 48% je crois est backé par de l'USDC. Et donc, c'était le cas aussi pour pas mal d'autres stablecoins, le Frax, le MAI, etc. etc. Est-ce que, selon toi, il faudrait, et c'est indispensable aujourd'hui, de rajouter d'autres solutions de stablecoin et d'autres solutions de stablecoin qui ne dépendent pas des États-Unis, accessoirement, Angle Finance, dédicace. Voilà. En fait, le problème de cette finance décentralisée, c'est que les débuts de cette finance décentralisée étaient extrêmement vertueux. C'est-à-dire, en fait, on avait, moi je suis là depuis un bout de temps, la vision de la DeFi décentralisée, la vision de la blockchain, c'était de construire un monde meilleur. Et ensuite, la DeFi est arrivée et là, ça a été d'accéder à des rendements, des yields et de l'argent facile assez rapidement. Donc, beaucoup de projets sont accentués là-dessus
avec des taux d'intérêt, des yields un peu incroyables. Et je reviens sur le point. Donc, le point vertueux, c'était quoi? C'était que MakerDAO, à l'origine, était le premier stablecoin complètement décorrélé, complètement, on va dire, qui se rapprochait de 100% d'un dollar américain. Pourquoi? Parce qu'en fait, DAI était backé par de l'Ethereum. Si on considère après que l'Ethereum n'est pas corrélé directement au dollar, même si c'est pas vrai, parce qu'il faut pouvoir avoir des puissances de mining, il faut acheter des cartes graphiques, des cartes de mining, et donc dépenser du dollar. À l'origine, c'était super, puisqu'en fait, vous aviez un stablecoin qui s'appelait le DAI, qui était directement backé par l'Ethereum. Le problème, c'est qu'il y avait un manque de liquidité et un manque d'adoption. C'est pour ça qu'après, il y a eu des votes dans Maker pour pouvoir faire venir d'autres assets en termes de collatéral. Mais il faut savoir que dans les débuts de Maker, c'était hors de question d'avoir de choses de ça. C'est que la DeFi a évolué et maintenant les mentalités ont changé et maintenant on a backé pas mal avec du dollar américain. Le problème en fait, c'est qu'il faut énormément de différentes solutions. C'est pour ça que moi, j'ai aidé, je suis investisseur aussi dans Angle, dans différentes technologies, notamment comme Blue, dans d'autres stablecoins internationaux et européens, pour pouvoir arriver à faire des solutions alternatives contre le dollar américain. Le problème, en fait, c'est la définition d'un stablecoin. Qu'est-ce qu'on veut dire un stablecoin? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un stablecoin? Le stablecoin, à l'heure actuelle, par exemple, l'USDC, est un stablecoin qui est 100% collatéralisé par du dollar américain dans les systèmes de custody. Donc, le système de custody, si vous mettez l'argent dans une banque et que cet argent, cette banque-là fait faillite, alors le stablecoin va dépeg par rapport au dollar américain, puisqu'en fait, les assets qui collatéralisent ce stablecoin tombent de 30% ou de 40%. Donc, en fait, pour arriver à la solution d'un stablecoin qui soit stable, il faut se baser entièrement sur les mathématiques. Et c'était ça un peu la beauté à l'origine de Angle, qu'ils le font toujours. Malheureusement, il y a un protocole externe qui est tombé et qui permettait d'avoir cette collatérisation pour l'asset. Donc, en fait, il faudrait accélérer les stablecoins algorithmiques qui utilisent les systèmes mathématiques pour pouvoir arriver à offrir un système de PEG toujours à 1 pour 1. Ça, c'est assez compliqué. Il y a des produits de la finance décentralisée, des produits de la finance traditionnelle, notamment des options, des futurs, des produits structurés, des dérivés qui permettent d'arriver à ces choses-là. Mais avec la solution des layers de solutions, les layers 2, la scalabilité, on pourrait y arriver. Voilà, donc c'est définir en fait un stablecoin. Est-ce qu'un stablecoin est un stablecoin qui est 100% custodial? Est-ce qu'un stablecoin peut être 100% algorithmique? Ou est-ce que ça peut un mélange des deux sans pour autant tomber dans les dérives d'un Ponzi? Par exemple, comme Terra, par exemple. Luna, ces choses-là. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à construire. On avait bien commencé avec MakerDAO et choses comme ça. Et ensuite, on est tombé un petit peu dans les dérives de l'argent facile ou d'acteurs de la finance traditionnelle qui ont utilisé la DeFi pour pouvoir accélérer leur profit et accélérer leur capitalisme. Yes, bah ouais, là justement tu me fais la parfaite transition en parlant un peu de custody et du UST. On l'a vu sur la dernière année, les gros problèmes qu'on a eu au niveau de la crypto pour le retail en tout cas, c'était la perte de fonds via FTX, la perte de fonds via UST, etc. Et en fait finalement, c'est soit il y a deux grandes catégories pour moi, c'est soit Ponzi, soit custody. C'est soit il y a un problème de Ponzi juste c'est une Ponzi, et soit c'est un problème de custody d'une manière ou d'une autre. Et En UST, général. Ouais, en général, c'est les mêmes les deux. En général, tout ce qui est custody, derrière, si tu peux pas auditer et voir l'activité, si un système custody ne veut pas te donner accès à ses comptes, transparence de ses comptes, c'est que derrière, il fait des choses pas forcément intéressantes pour toi de le savoir. On va dire, sans nommer le cartel jaune, sans nommer Binance, choses comme ça. Je sais pas, si quelqu'un, tu dis, j'aimerais bien savoir le livre de compte et l'ouverture et voir, je sais pas, tu mets les Big Four, les PwC, les Deloitte, tout comme ça pour auditer les comptes et que cet acteur-là ne veut pas, c'est que derrière, il y a forcément une activité qui est pas forcément intéressante pour ces gens qui vont faire l'audit. Voilà, à montrer. Donc, le problème de la finance traditionnelle, c'est que c'est un système, c'est que c'est une finance. La majorité de ces institutions financières sont contraintes à adopter le même modèle. C'est un peu comme aller critiquer l'Europe quand elle emploie elle va s'amuser à faire l'impression de la monnaie. Bah oui, mais le problème, en fait, si elle le fait pas, ça va décorréler directement par rapport au dollar. C'est ce qui s'est passé quand la Fed a commencé à imprimer du dollar.
eh ben, si tu t'amuses pas à imprimer de l'euro, eh ben, tu te retrouves avec beaucoup moins d'euros par rapport au dollar. Et vu que les prix sont pricés par rapport au dollar, eh ben, faut que tu puisses arriver à augmenter ta quantité de liquidité dans tes poches. Et donc indirectement, bah, c'est toujours, on essaie de sortir un peu la tête de l'eau et on fait des choses parce que le système nous contraint. Dans les banques, dans les institutions financières, que les banques ils obtiennent entre guillemets de l'argent gratuit de la banque centrale ou la Fed aux États-Unis, et ensuite après ils l'investissent en private banking ou ils le distribuent via des loans, des choses comme ça. Parce que voilà, c'est un schéma qui est connu et qui fonctionne court terme, mais qui est voué à l'échec, puisqu'en fait, ces investissements long terme, c'est des positifs short terme. Il faut savoir que, par définition, une banque, elles sont toutes 100%, à part si c'est une banque coopérative ou j'en sais rien, Insolvable. sont tous assujettis sont tous insolvables, au bank run. Si demain, sur n'importe quelle banque dans le monde, vous demandez à l'ensemble des utilisateurs qui ont déposé de l'argent de retirer leur argent, la banque fait faillite. C'est le principe, hein, c'est la définition et en plus, elles ont le droit, c'est marqué. Donc, Exactement. Bon, après la crise des subprimes, ils avaient augmenté les taux. Ils avaient augmenté. Par exemple, en ce moment, si une banque européenne fait faillite, c'est entre 80 000 et 100 000 euros par compte ouvert qu'elle a obligé d'avoir dans les comptes. Donc, on est monté à plus de 20 ou 30% d'assets collatéralisés qui ne peuvent pas bouger. Mais voilà, une banque par principe fait, et c'est pas une critique que je fais. Les banques par principe, c'est leur business model. Ils vont faire de l'investissement extérieur en utilisant la liquidité des particuliers pour avoir des taux de rendement et redistribuer les taux de rendement. Or, la critique que je peux faire après avoir dit ce point, c'est qu'en l'occurrence, les banques en Europe ou aux États-Unis sont payées pour utiliser l'argent du contribuable et le refournissent aux contribuables en leur payant, en leur donnant des taux d'intérêt pourris et en plus en les faisant payer. Donc, c'est complètement à se tomber sur la tête, quoi. Les taux d'intérêt, ils sont énormes. Les taux d'intérêt sont énormes. L'inflation en Europe, elle est dans les 7-8% à l'époque. Je ne sais pas ce que j'avais entendu, 6-7%. Et la banque vous donne un 0,1% à l'année sur vos liquidités, alors que derrière, elle reçoit l'argent de la banque centrale, entre guillemets, gratuitement. Et elle lui reprête. Voilà. Et elle lui reprête, il y a des loans. C'est la beauté du truc. C'est vous financez le système pour aller imprimer l'argent avec vos impôts. Ensuite, le problème, en fait, c'est pour ça que la blockchain pourrait résoudre énormément de problèmes. Le problème, c'est qu'en fait, grâce à la blockchain, la Banque Centrale Européenne, la Banque de France, pourrait directement distribuer l'argent aux contribuables. Ça serait une révolution sur les marchés financiers. En l'occurrence, les banques, c'est des entités, des institutions privées, ne sont pas forcément friands de ce modèle, puisqu'en fait, c'est un peu leur enlever leur monopole. Il faut savoir que le plus grand ennemi de la banque centrale, des banques centrales, ce sont les banques commerciales, puisque les banques commerciales se font du fric sur la banque centrale. La banque centrale, son intérêt, c'est de communiquer directement avec le peuple, sauf qu'elle n'a pas l'infrastructure nécessaire et les compétences techniques pour pouvoir le faire. Donc, en amenant des produits comme la finance décentralisée, donc notamment les CBC, des coins, des tokens, comment on appelle ça, la monnaie centrale, les currency, les tokens, CB. Les ERC20 de Banque Centrale. Voilà, donc en fait, ça permettrait de communiquer directement avec le contribuable. Ok. En faisant de la distribution directe aux adresses ? Si par exemple, la banque centrale pourrait devenir une banque commerciale, le même modèle qu'une banque commerciale sans avoir le modèle malsain, ça permettrait le but d'une banque centrale, c'est distribuer la monnaie au peuple. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas l'infrastructure, les compétences techniques pour pouvoir le faire. Donc, elles utilisent les banques commerciales. Les banques commerciales les chargent la banque centrale. Normal, c'est un boulot, quoi, c'est un métier, pour pouvoir après distribuer l'argent. Et la banque centrale pourrait très bien le faire, ou une partie, en sautant grâce à cette technologie. Exactement. C'est pour ça que le lobby des marchés financiers, le lobby des banques surtout, ne sont pas forcément intéressés par ce modèle, puisque si tu distribues la monnaie directement au peuple, toi, ton business model, il est un petit peu bancal, quoi. Ouais. Là, tu nous parles de finances, on va dire, plus institutionnelles. Est-ce que là, si on bouge un peu le sujet, on vous parle un peu de la mise à jour Shanghai d'Ethereum qui va arriver d'ici peu, normalement, je crois que c'est ce mois-ci ou le mois prochain. Est-ce que d'abord tu peux nous expliquer un peu rapidement ce qu'est cette mise à jour? Est-ce que tu penses que ça peut aider à l'onboarding
d'institutionnels sur Ethereum et sur un investissement en ETH parce qu'on pourra potentiellement retirer son yield d'ETH plus facilement. Et du coup, ça se rapprochera peut-être un peu plus de ce qu'ils ont l'habitude de regarder en tant qu'actif. Oui, en fait, l'EIP 88-95 qui permet d'avoir un système de staking complete qui va permettre en fait de pouvoir. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les systèmes d'assets liquides qui permettent de staker des ETH sont loqués. Et donc avec cette update, on pourra les withdraw. Et donc ça va créer, je pense, on ne sait pas trop. Il y en a qui disent que ça va créer un système que les gens vont dumper l'Ethereum parce qu'on Ouais. pourra l'accès. D'autres disent que c'est plutôt l'inverse. Donc là, on va rentrer dans un système, le système complet d'Ethereum, de staking proof of stake, et ça va permettre de directement staker, directement withdraw. Je pense qu'il y aura une adoption massive vers ces différents liquid staking. C'est pour ça qu'en fait il y a une comme Lido ou choses comme ça qui ont permis en fait l'essence de ces différents produits parce qu'on ne pouvait pas arriver directement staker sans faire tourner des validateurs de 32 ETH derrière. Et donc ça en fait ça a énormément changé pour tout ce qui est liquid staking provider la donne quoi. Yes. Écoute, très cool. Là, on a parlé un peu de finance. Si on peut un peu changer on va dire, de prisme et de narrative autour des cryptos et de parler un peu de gaming. Moi, c'est un truc qui m'intéresse pas mal puisque je buildais un jeu sur Starknet. Donc, aujourd'hui, tu l'as dit au début, tu as investi et tu es, on va dire, dans pas mal sur la narrative du gaming avec Sorare, avec le jeu de rugby. Je sais aussi que Blackpool supporte Fun Life, un jeu de MMA. MetaFight. Ouais, MetaFight, voilà. Aujourd'hui, est-ce que c'est une des narratives qui te rend le plus bullish, non pas sur la crypto, mais sur le Web3 en général? Et comment tu penses que ça s'articulera dans les prochaines années? Est-ce que tu penses que c'est pour tous les jeux vidéo? Est-ce que tu penses que non, il faut penser les jeux vidéo pour le Web3 et pas juste rajouter des NFT on top of Fortnite, rajouter des NFT on top of n'importe quel jeu vidéo? Voilà, qu'est-ce que tu penses de cette narrative jeu vidéo en général? Moi, j'ai trois gros sujets dans le monde des jeux vidéo, trois aspects de cette transition du marché des jeux vidéo. La première, c'est que on a vu sur les 2 dernières années ou 3 dernières années, notamment nous, on était très actifs sur les jeux vidéo, on l'a encore, mais beaucoup plus corrélé aux activités réelles dans le monde, dans la société normale. Il y a des gens qui étaient du monde du web développement ou du monde de programmation web qui se sont amusés à faire des jeux vidéo. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec du play to earn. C'était surtout que les gens étaient payés à jouer à des jeux complètement merdiques. Il n'y a aucun intérêt à y jouer. Et en fait, avec l'évolution des acteurs traditionnels, notamment Ubisoft, Blizzard, des choses comme ça, qui eux ont une énorme expertise technique, une compréhension du sujet du monde vidéo, sont en train de développer ces jeux vidéo. Et derrière, en fait, ils vont avoir des équipes, notamment des boîtes de consulting, des boîtes qui vont les aider, les accompagner dans le monde de la Web3. Il y a un gros acteur en Europe, en France, notamment Comets, qui permettent en fait de faire l'intégration de ces concepts de Web3 dans les mondes de jeux vidéo d'aujourd'hui. Donc en fait, ce qu'on va arriver, c'est plus play to earn ou earn to play ou choses comme ça. C'est jouer parce que les gens, c'est fait kiffer de jouer à ces jeux. Voilà, quelqu'un qui joue à FIFA ou à PES ou à Fortnite, choses comme ça, il joue parce que voilà, il est accro ou qu'il est passionné ou parce que ça lui fait plaisir. Donc en fait, ça c'est une première chose. Donc il n'y a aucun intérêt pour d'autres acteurs de monter des jeux ou d'autres personnes de jouer à des jeux qui sont complètement nuls, juste parce qu'ils sont payés à les jouer. Parce qu'en fait, ces jeux-là, indirectement, vont amener les concepts de la Web3 et donc il y aura le concept économique et financier dans ces jeux directement. Donc, vous allez pouvoir jouer à un FIFA, un PES, un Fortnite, un MetaFight, un FunLive ou à des gros jeux, ce qu'on appelle des AAA, des jeux sur PlayStation et Xbox. Et directement, derrière, tout ce qui va être accumulation d'assets, gagner en expérience, en XP, va aussi avoir un secondary market ou un prix sur les marchés financiers. Donc, vous allez toujours jouer par passion et en plus, vous allez avoir un gain économique derrière. Donc, c'est là-dessus où on s'oriente. Nous, on discute avec pas mal de gros acteurs du monde du jeu vidéo.
qui développent des nouvelles versions de jeux vidéo, tout en gardant les mêmes principes et derrière en ajoutant les concepts de la blockchain. Donc, c'est-à-dire en fait distribution des assets sans frontières, trouver des marketplaces pour pouvoir vendre ces assets, distribution des profils, des avatars. Donc ça, c'est un premier concept. Donc moi, c'est là-dessus, je pense que le monde du jeu vidéo est en train de bouger. C'est là-dessus qu'on investit énormément de temps, de ressources et financiers. Le deuxième chose qui, pour moi, pourrait potentiellement faire compétition à ce mouvement de gros acteurs qui rentrent dans la blockchain. Donc déjà, on va avoir énormément de studios, de pseudo-studios qui étaient considérés comme des monteurs de jeux vidéo qui vont disparaître parce que peuvent faire la compétition contre ces mecs. Par contre, là où il y a une ouverture, c'est en fait ce que j'appelle des jeux Web3 qui sont auto-évolutifs et interconnectables. C'est-à-dire en fait, vous allez avoir des jeux comme par exemple, si vous êtes acteur, vous jouez beaucoup à Sora, si vous jouez beaucoup à FunLife, si vous jouez beaucoup à MetaFight, et si vous êtes aussi dans Fortnite, si vous êtes aussi dans, je sais pas trop, dans d'autres jeux Call of Duty, en fait, vous allez avoir une intersection des assets ou de l'expérience ou de l'évolution de tous ces jeux à l'intérieur d'un lieu commun, potentiellement ce qu'on peut appeler à l'heure actuelle, j'aime pas trop le mot, métaverse, mais qui va créer en fait un nouveau jeu qui est basé sur ces géants et qui va évoluer dans le temps, soit pseudo-automatique avec tous les concepts de AI qu'on voit à l'heure actuelle, les DALL-E, les ChatGPT, les choses comme ça, avec des gars que tu peux discuter, et en fait, il n'y a personne derrière qui a monté les dialogues, mais c'est une évolution en temps réel, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont actifs dans ce pseudo-monde, et aussi d'autres personnes qui vont monter des layers par-dessus des jeux existants. En fait, quelqu'un qui aime bien monter des jeux, peut très bien monter un nouveau jeu par-dessus Sora, un nouveau jeu par-dessus FunLife. Donc en fait, c'est qu'on arrive en fait à des protocoles. Des jeux pour moi vont se transformer en protocoles. C'est en fait pour la première fois dans le monde de l'entertaining. D'ailleurs, toi apparemment tu m'as dit que tu faisais un jeu. Donc c'est peut-être un sujet. Tu te dis mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Ça se trouve ce mec est fou. Ou alors peut-être que ça fait sens. Mais en fait, ce qui va se passer en fait, c'est que tu vas avoir une évolution en temps réel qui va être montée par-dessus des jeux existants pour créer des nouveaux jeux, des nouveaux écosystèmes qui sont montés par-dessus des jeux existants. Par des développeurs qui forcément n'avaient rien à voir avec la blockchain ou rien à voir avec le monde du jeu V2 et pourtant sont capables de monter par-dessus ces protocoles de jeu. Ça fait clairement sens et en fait, c'est un peu ce qu'on a vu avec la DeFi, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles qui se build on top of d'autres protocoles, donc Curve, Convex, etc., etc. Et en fait, là, on verra ça avec les jeux vidéo. Ma question là, qui suit en fait ce que tu viens de dire, c'est pourquoi un acteur du monde du jeu vidéo classique comme FIFA, qui lui ne veut pas forcément s'ouvrir à l'interopérabilité, pourquoi? Parce qu'il fait un jeu par an, qui n'est pas du tout immutable, et il vend des points FIFA et il les revend chaque année, etc., etc. Pourquoi il viendrait faire un seul et même jeu qui lui va être immutable, c'est-à-dire qu'il va rester dans le temps? Et c'est quoi son intérêt économique à faire tout ça lui derrière? Est-ce qu'il gagnera plus d'argent? Qu'est-ce qui se passe? Le truc en fait, c'est que quand vous avez le monopole d'un marché, vous avez tendance à pas forcément vouloir innover. C'est un peu le but de dire que vous avez le monopole. Vous n'avez pas du tout les incentives à pouvoir réfléchir à l'extérieur d'une transition ou d'une révolution industrielle. Là, en l'occurrence, en fait, c'est que quand vous vendez à une personne un jeu à 90 euros, 110 euros, c'est du one shot. La personne, après, maintenant, ils ont commencé à développer tout ce qu'appelait depuis une dizaine d'années sur Xbox et sur PlayStation, tout ce qui est les profils, acheter les jeux, acheter des add-ons, acheter des choses comme ça. Par ordre de magnitude, on va être à des 1, 2, 3 de tout ce qui peut être généré à la suite de vendre un accès en termes de revenus. Et aussi en termes de marché, de personnes qui vont jouer à ces jeux. Alors, en fait, vous avez décuplé l'ensemble des possibles autour d'un jeu. L'ensemble des choses qui sont possibles à faire et surtout l'ensemble des moyens économiques qui peuvent être générés au travers le fait de jouer à un jeu vidéo. Donc, par exemple, je sais pas, création d'assets, redistribution d'assets, mais aussi d'autres protocoles, d'autres produits. Vous pouvez avoir des sociétés qui se montent par-dessus ces jeux qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo. On l'avait vu indirectement il y a une vingtaine d'années avec World of Warcraft, notamment eBay, qui était devenu qui ramenait des millions d'utilisateurs dans le monde
pour pouvoir aller vendre ces skins sur eBay. Là, vous pouvez très bien avoir, peut-être que Le Bon Coin le fera, peut-être que d'autres plateformes qui peuvent revendre des assets numériques. Donc, on l'a vu, par exemple, Amazon va annoncer les systèmes de NFT. Je ne serais pas surpris qu'Amazon, après, fasse un deal avec un jeu vidéo pour revendre des NFT d'assets de jeux vidéo, potentiellement dans le futur. Et ça qui va être intéressant pour ces plateformes. C'est qu'en fait, ces plateformes de jeux vidéo, quand elles vont être suffisamment grosses, vont se transformer en protocole. Et d'autres personnes vont pouvoir monter par-dessus des produits. Ouais, ok. Donc, si je dois un peu résumer ce que tu viens de dire, le Web3 et les cryptos et les NFT, les USRC20 et les 721, en gros, apportent l'interopérabilité entre les différents jeux et permet le fait que le jeu soit ouvert dorénavant et que tout le monde puisse build dessus. Et ça va rajouter tout un tas de choses en termes d'imagination, en termes de possibilités pour le jeu et en termes d'interopérabilité entre les différents jeux. À partir de ça, c'est assez intéressant parce que... Il va falloir que j'aille dans 5 minutes. Hein. Je préfère te prévenir. Ok, ok, c'est vrai que là j'allais peut-être partir sur un autre truc. Ok, donc là aujourd'hui, si on enlève ce sur quoi j'allais partir, vous chez Blackpool et toi sûrement à titre personnel, tu travailles pas mal sur comment vous positionnez sur les différents jeux et ton prisme là-dessus, c'est justement la qualité du jeu, la qualité des gens en termes d'expérience qui dirigent ce jeu. Est-ce qu'ils ont une expérience sur la blockchain ou sur le jeu? Et est-ce que tu peux nous citer quelques projets que toi tu regardes et que tu affectionnes tout particulièrement en termes de jeux Web3? Nous, on a changé complètement depuis la création de Blackpool. Avant, on était énormément sur des personnes du monde du Web3 qui s'amusaient à regarder un petit peu du monde du jeu vidéo. Et là, on a complètement switché sur des acteurs du monde du jeu vidéo qui ont besoin de pouvoir corriger des problèmes en utilisant potentiellement les produits de la blockchain. C'est pour ça qu'on a fait d'investissements dans des partenaires qui permettent d'aider des studios de gaming à pouvoir accompagner cette transition numérique. Et nous, on accompagne, nous, on finance, on aide des personnes qui ont une connaissance du monde du jeu vidéo pour pouvoir monter les jeux de demain et en utilisant des solutions de la technologie blockchain pour pouvoir arriver à résoudre des problèmes qu'ils ont actuellement. Donc, notamment tout ce qui est gestion des serveurs, des back-ends. Donc, ça, on enlève tout ça. C'est remplacé par la blockchain, distribution des assets, login, voilà. C'est super intéressant. Donc, forcément, on regarde tout ce qui est basketball, baseball, foot, rugby, Tour de France, tous les sports de la société en général qui représentent des trilliards de marché. Et il y a déjà un écosystème, déjà une audience. Et c'est pour ça que pour nous, en fait, ça fait sens. Et surtout avec une activité quantitative, ça nous permet en fait de vérifier les modèles économiques, vérifier les modèles financiers et de comprendre le marché, de comprendre tout ce qui est possible. Ok, très cool. Et du coup, tu peux nous citer 2-3 projets sur ce genre de narrative à part Sora? FanLive, MetaFight, tous ces projets. Ouais. Ok, bah je pense que bon, moi j'avais fait un petit tour à NFT Paris, j'ai un peu discuté avec MetaFight. On en a pas mal. Ouais. Après, on a d'autres jeux aussi, mais on a par exemple Immortal Game aussi, qui est le jeu d'échecs, qui est aussi assez important. Une grosse communauté. On va annoncer aussi Blackpool, la version 3 de Blackpool, qui est vraiment développée autour de ces piliers, qui va, je pense, être une bonne mise à jour du protocole, étant donné qu'on est un des leaders dans la majorité de ces gros jeux dans le monde réel. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vraiment ramène l'expertise du monde du jeu vidéo sur un marché déjà existant. Si vous allez vous allez voir un match de basketball et derrière vous avez vous-même le NFT d'un player unique, le NFT unique d'un player, d'un joueur sur le terrain, ça rajoute une gamification et un autre level à votre match. C'est une autre dimension. Là, on restera vraiment dans des concepts financiers, économiques, des systèmes de gamification grandeur nature qui sont relativement assez intéressantes. Après, on peut aussi tomber dans les dérives de ce que ce monde va apporter. Et c'est là-dessus, moi aussi, j'essaie de pouvoir réfléchir à ce que seront les limites de cette révolution industrielle. Parce que notamment, à l'époque, moi, quand je jouais à Counter-Strike dans ma chance, parce qu'en fait, j'étais passionné. Mes parents étaient contre ça. J'ai passé pratiquement 2 ans de ma vie, j'étais passionné, j'étais contre. Mais demain, est-ce que ce sera pas plutôt les parents qui pousseront leur enfant à jouer parce que l'enfant en fait génère
génèrent 1,5 million ou 2 millions d'euros à l'année. Donc en fait, toutes les dérives de ce système-là, si à la fin vous jouez plus par passion et parce que vous êtes derrière, c'est un business model, il va y avoir des systèmes de régulation qui vont devoir être mis en place pour pouvoir arriver à réguler. Ça ne devient pas un jeu d'argent, mais plutôt un jeu de passion. Et derrière, comment les systèmes, les layers de gamification peuvent être utilisés et être correctement encadrés. Il y a toujours des gens qui vont utiliser ces systèmes-là pour pouvoir créer des mauvaises choses. Donc, il faut arriver à dialoguer avec les régulateurs, dialoguer avec les gens qui puissent arriver à encadrer suffisamment bien ces différentes révolutions industrielles pour pouvoir protéger tout le monde. Yes. Ok, bah, c'est un bon mot de la fin. Comme tu l'as dit, c'est vrai qu'on a de plus en plus de jeux qui peuvent être vraiment du gambling, en gros, sur pas mal de jeux crypto. Et le but, c'est que ça reste des jeux. Donc, merci à toi, Julien, pour nous avoir éclairé sur la partie gaming et sur la partie finance au début de cette interview. Et puis, on se dit pourquoi pas une prochaine fois d'ici un an. Avec plaisir. Voilà. Merci. Avec plaisir. J'étais un petit peu ric-rac sur le temps, donc avec plaisir, on peut se refaire un petit catch-up bientôt, pas de souci. Merci à toi. Ciao. Ciao. D'autant avant de partir, je t'invite à lâcher un like, un commentaire pour l'algorithme et aussi à t'abonner. Pourquoi pas pour mes beaux yeux et pour que je puisse faire plein de placements de produits dans le futur, mais plutôt pour que j'ai le volume nécessaire pour inviter de plus en plus de gens intéressants qui pourront venir partager leur portefeuille et se plier à l'exercice de partager leur stratégie de manière transparente avec vous. Donc si vous voulez voir de plus en plus de gens intéressants et en plus dites-moi les gens que vous voulez recevoir en commentaire, et ben il faut s'abonner, laisser un like et un commentaire. Plus de ça, si vous voulez utiliser ma stratégie à moi, la stratégie de la finance décentralisée et du farming qui me permet de générer des revenus passifs qui vont être colossaux en finance décentralisée, en crypto, alors je vous invite à aller dans la description où il y aura une formation complètement gratuite qui va vous expliquer comment je réalise ça au quotidien. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Maintenant je vous laisse liker, commenter, tout ça pour l'algorithme, ça fait plaisir, c'est cadeau. Sur ce, on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao.